donc je ne pouvais pas partir. Les gens me disaient, oui, il y a du cambriolage, le magasin, non seulement il est foutu en l'air, les voitures, tout ça, mais les gens en train de piller le magasin. Ben, je ne pouvais rien faire, moi je suis pas parti. Bonjour Christophe. Bonjour, madame. Quelques mots pour te présenter? Oui, je m'appelle Christophe Tamaya. J'ai 80 ans depuis le mois de juillet de cette année. Une maxime qui a un sens particulier pour toi, une phrase. Une phrase, je jouais même deux phrases, qui est peu, rien n'est impossible. Voilà, je pense que c'est... Quoi ou qui peut déclencher une grande admiration chez toi? Ben pour moi, ce sont les self-made men, comme on dit en anglais. Moi, j'ai plein d'exemples à La Réunion, là, des gens qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont réussi. Vous avez l'exemple de Kadji, Apavou. Mais Apavou, là, ils ont eu des difficultés, mais je vais dire, c'est des gens qui ont commencé sans instruction, rien du tout. Pas de niveau d'instruction, mais ils ont réussi. Autodidacte. Et est-ce que tu as quelqu'un en particulier que tu admires? Enfin, moi, je n'ai pas d'admiration parce que je n'aime pas vénérer personne, mais enfin, disons que je suis fier pour eux. C'est par exemple Kadji qui a réussi sans diplôme, sans rien du tout. Il est parti de zéro. Et puis... Tu connais un petit peu son parcours? Oui. Raconte un petit peu rapidement. Au départ, il a commencé comme taximan. Il était taximan. Et puis, il a commencé à vendre des voitures d'occasion. Des voitures d'occasion. Il a commencé à vendre des voitures neuves. Il achetait des voitures en gros chez les concessionnaires de La Réunion. Même il n'était pas concessionnaire, lui. Chez Renault, Peugeot, tout ça, il achetait des dizaines de voitures et il revendait. Mais après, il a eu la marque Volkswagen comme représentant légal. Et puis, il a monté comme ça avec d'autres voitures, Suzuki, je ne sais plus le nom d'autres voitures japonaises, tout ça, les batteries Bosch, tout ça. Il a eu l'exclusivité pour lui. Mais un gars qui est parti de rien. Alors qu'à l'époque, il y avait plein de, comment on appelle ça ici, les gros blancs, là, comme par exemple des Villecourt, des Jouvencourt. C'est des gens qui avaient de l'argent, mais ils étaient en chute libre, alors qu'un gars qui vient de rien, il prend de la place. Parce que Bosch, tout ça, c'était avec des gens de Saint-Denis, enfin des gens de Saint-Denis, de la grande bourgeoisie blanche, quoi, qui étaient là depuis des centaines d'années. Mais ils étaient hyper éclités parce qu'ils n'avaient pas suivi l'évolution, qu'il fallait donner un crédit, qu'il fallait être bien avec les gens, tout ça. Et c'est moi le roi. Il n'y a pas de discussion, là. Et puis, donc, ils n'ont pas été commerçants, quoi. Comme ils avaient l'exclusivité. Même Peugeot, ils ont failli fermer, hein. Justement. Par exemple, Fouque, pareil. Il n'y a plus Fouque, il n'y a plus grand-chose, Fouque. Mais autant, ils représentaient des grandes marques comme Citroën, les marques Caterpillar, tout ça. Ils ont failli, Peugeot, des justesses, ils ont ressorti, ils ont remonté. Parce que sinon, ils auraient disparu aussi, cahier. Donc, mais toi aussi, tu es autodidacte, hein? Oui, Donc, tu peux nous raconter un petit peu ton parcours également? Oui, moi j'ai quitté l'école à 14 ans, sans diplôme, sans rien du tout. J'ai fait des petits métiers, j'ai commencé à faire des petits métiers, rien du tout, là, n'importe quoi. J'avais pas de choix, moi. Du moment que j'avais de l'argent de poste, parce que moi, à la maison, on n'a jamais eu d'argent de poste des parents, nous. S'il fallait avoir de l'argent de poste, il fallait qu'on se débrouille tout seul. Donc à partir de là, je me suis débrouillé. J'ai fait pas mal de trucs, aller tirer le sable au bord de la mer. Avant, la construction se faisait avec du sable et du gravier de la mer ou de la rivière. On était avec des copains, on allait tirer les sables et les graviers, on les vendait, comme ça, se débrouiller jusqu'à le service militaire. Le service militaire, après, en France, là-bas, pendant mon service militaire, j'ai demandé à aller faire un stage. Et comme j'étais mal noté, le stage de CFPA de côté de La Rochelle,
On nous a renvoyés, tous les rayonnés, parce qu'on était mal notés. L'armée pensait que c'était des grosses têtes, comment dire ça, des voyous, quoi. Ils nous ont renvoyés. Après, j'ai pu faire 2 mois avant de quitter l'armée, j'ai pu redemander un stage dans le centre CFPA à Saint-Brouillet, comme soudeur. Bon, j'ai appris pendant 6 mois, j'ai eu mon diplôme. Mais le jour, quand tu as le diplôme, le centre te dit dehors. Démerde-toi, et après, t'as pas de famille, t'as pas rien. J'ai été voir le directeur. Je lui ai dit, ben là, j'ai écrit une boîte, mais ils ne m'ont pas répondu. Ben, il dit, ça, c'est fini, vous partez, merdez-vous. Ben, j'ai quitté Saint-Brouillet, je ne connais pas Paris. Je suis parti de Saint-Brouillet à Paris par le train. Arrivé à Paris, j'ai pris un petit hôtel. Moi, je pensais que, parce que je dis, bon, je vais aller voir la boîte qu'on avait écrite, mais qui ne nous a pas répondu. Ben, je suis parti, arrivé à l'hôtel. J'ai déjà demandé à l'hôtelier de me réveiller de bonne heure. Je suis parti prendre un taxi. Heureusement, moi je connais rien, moi, en région parisienne, je dis ça en région parisienne. Prendre un taxi, le taximan me dit non, c'est trop loin, on ne prend pas de taxi, tu vas prendre le train. Ben, j'ai pris le train, puis je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré le directeur commercial, il m'a dit oui, ben, on vous embosse. Et il m'a ramené dans un foyer des jeunes. Pour être, donc j'ai fait pendant 8-10 mois, j'ai travaillé. Puis, comme j'avais droit à un billet de retour à La Réunion, j'ai dit, je vais voir l'armée pour retourner, mais je pensais dans 6 mois, 1 an. Dès que j'ai dit ça, ils m'ont dit oui, de retourner. Ils m'ont donné le billet de retour. Je suis revenu, ils disent, bon, ben, de toute façon, j'y reviens. En plus, c'était en bateau, là. 28 jours de bateau. Je voyage pas en première classe, ni en troisième classe, là, c'est sous la cale. Il fait à 40 degrés, 50 degrés sous la cale là-bas, pour venir jusqu'à La Réunion. Ben, et c'était quoi tes ressentis à ce moment-là? Est-ce que tu avais peur? Non. Qu'est-ce que tu te disais? Moi, je me disais, bah, je vais toujours me débrouiller. De même qu'à Paris, quand je suis arrivé, je dis, si on ne m'embosse pas, je vais trouver un restaurant, un hôtel, je sais pas quoi, je fais la vaisselle, n'importe quoi. Moi, je me débrouillais. Et puis la chance a voulu qu'ils m'ont bossé sans me demander de faire un essai, rien du tout. Ils m'ont bossé comme soudeur. Je suis parti. Et là-bas, à cette époque-là, c'était le plein emploi. On m'envoyait travailler dans d'autres endroits, dans des usines, tout ça. Quand le gars me voyait, il me dit, tu ne veux pas rester avec nous? Il y avait tellement de gens, tellement d'emplois à cette époque. Pouvait aller. C'est pour ça que je dis, bon, quand je reviens à La Réunion, si je ne trouve pas du travail à La Réunion, je repars en France, je suis sûr que je trouverai du travail. Mais arrivé ici, pareil. J'ai vu un avis dans la presse, comme quoi ils cherchaient un soudeur au port. C'était l'ASMAC, c'était une société métropolitaine qui s'appelait l'ASMAC, société de Marseille. Je suis parti faire un essai. Le gars, dès qu'il m'avait fait l'essai, il m'a dit, non, arrêtez, c'est bon, on vous embosse. Bon, ben, je suis resté là à peu près 1 an. 1 an, je suis resté travailler au port. J'allais le lundi matin et je revenais le samedi. J'étais logé chez des gens au port là-bas. C'est eux-mêmes qui m'ont proposé parce que c'était des gars qui travaillaient avec moi. Quoi. Ils m'ont dit, ben, viens chez nous. J'ai habité chez eux pendant 7-8 mois. Après, j'ai trouvé du travail à Saint-Denis, à la SIDR. J'étais comme chef de service d'entretien à la SIDR. Pendant 3 ans, j'étais en vacances. C'était la planque, j'avais rien à foutre. C'était juste pour contrôler les escaliers, le gazon, si c'était propre. Les gars, ben, à l'époque, c'était pas comme maintenant. Maintenant, ils ont peut-être 3 employés pour une cité. À l'époque, il y avait chaque immeuble, il y avait un employé ou 2 employés. Donc, à Nevers, ils n'avaient plus rien à faire, ils étaient tranquilles. Moi aussi, ça m'arrangeait. Les gens ne savaient même pas si je travaillais. Tous ceux qui étaient là, ils croyaient que j'étais au chômage, je baladais. Et quelle est l'activité qui t'a occupé le plus de ton temps? Ben après, c'était les divers métiers. Enfin, comme je jouais au foot, tout ça, bon, j'ai été embauché dans des transits, transit bar, la SCAC. Et puis même, je suis parti à la sauterelle, c'est des sociétés de transit que je connaissais rien. À chaque fois, le gars me dit, viens chez nous. Et puis, j'apprenais sur le tas, quoi. J'ai appris la comptabilité sur le tas, tout ça. Et puis, j'avais mon copain, là,
qui voulait quitter sa station et me vendre. Pour plaisanter, il me disait « Bon, tu veux ma station ?» Je dis « Oui, mais pour plaisanter. » 2 mois après, il me rappelle. Oui, oui, ben alors je lui donne à quelqu'un d'autre. Je dis « Non, mais j'ai pas d'argent, j'achète quoi ?» Il dit « Je t'ai pas demandé d'argent. » Donc il m'a donné la station. Mais c'était là le plus long temps que j'ai pris. J'ai dû faire de 78 à 94. Là, j'étais gérant des stations. Est-ce que tu te souviens d'une action, d'un événement qui t'a rendu vraiment heureux dans ton travail? Enfin, peut-être heureux, c'est surtout quand je reçois les félicitations du directeur, parce que à l'époque, la station, quand j'ai pris, ça ne marchait plus. Et en 2 ou 3 mois, il me dit, il n'a jamais vu une hausse tellement rapide que je n'y croyais pas. Parce qu'à l'époque, il faisait à peine 50 000 litres par mois. Si j'arrivais, en 3 mois, j'ai doublé le chiffre. Donc, mais je bossais aussi. Hein. Non seulement j'étais à la station, la boîte où j'ai travaillé là-bas me dit « Restez chez nous, vous venez quand vous voulez ». Ben, j'ai quitté la maison ici à 5h30, j'ai ouvert la station à 6h, et la femme à 8h à l'arrivée. Moi, je suis parti travailler au port. J'allais travailler au port, autour là-bas. Pendant 1 an, je fais ça. Et puis, c'était à cette époque-là, c'était surtout ça, les félicitations que j'avais, alors que personne n'avait droit aux félicitations d'une compagnie pétrolière, parce qu'à chaque fois, ils trouvent toujours qu'on ne fait jamais assez, on ne fait jamais de litrage, c'est trop petit, c'est pas suffisant. Alors que moi, j'arrive, au bout de 3 mois, il me dit « Félicitations, on n'a jamais vu ça, une hausse aussi rapide en quelques jours, en quelques mois. » Et pourtant, tu as dû avoir des moments difficiles. Ah ben si, il y a toujours, mais j'oublie, c'est ce qu'après. Et notamment, tu me racontais un moment très difficile, le jour où la station a été détruite. La station a été détruite en 1987 par le cyclone Clotilda. Moi, quand la station a été détruite, on me téléphone pour me dire que la station a été détruite. Et je ne pouvais même pas partir voir, parce que la route, là, le petit ravin, là, était bloqué aussi. La rivière passait au-dessus. Donc, je ne pouvais pas partir. Les gens me disaient, oui, il y a du cambriolage, le magasin, non seulement il est foutu en l'air, les voitures, tout ça, mais les gens en train de piller le magasin. Je ne pouvais rien faire, moi je suis pas parti, je suis resté là. Le lendemain seulement, je suis parti, parce que je pouvais sortir. Et qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? C'est le destin, que si tu veux qu'on fasse. Ça arrive, ça arrive. Bon. Et comment tu as fait pour rebondir? J'ai eu un peu de chance aussi, surtout. Ça, je pense que la banque est venue me voir. Mon compte principal, c'était la Banque de la Réunion. Ils sont venus me voir, me dire on bloque tout, il n'y a pas de problème, ne vous en faites pas. Du moment que déjà la banque vous donne son code, il ne faut pas avoir de problème. Il y a seulement une boîte, là, la maison Michelin. Et le lendemain, ils m'ont envoyé l'huissier comme si j'étais un voleur. Mais dans le coup, tellement j'ai pas réfléchi, j'ai payé. Et j'ai dit, j'aurais pas dû, après, j'aurais pas dû payer, laisser envoyer devant le tribunal, parce que j'avais une raison suffisante pour savoir que la station étant détruite, j'ai plus de travail, qu'est-ce que je peux payer comme un voleur, là, alors que tout le temps en train de me flatter pour acheter des pneus, acheter ici, acheter là-bas, et le jour où il y a un problème, j'étais considéré comme un voleur. Et quelles ont été les ressources que tu as mobilisées en toi-même pour être assez fort, parce que tu l'as reconstruite, cette Oui, station. Mais il fallait attendre. En plus, comme mon frère fait de la politique, il n'était pas du même parti politique que le maire qui était en place. Donc ils m'ont mis des bateaux en euros, comme si c'était moi. C'est moi qui fais la politique, là, c'est mon frère qui fait la politique, et c'est moi qui paye les conséquences. Ils ont fait exprès de traîner. Au lieu de réparer ça de suite, ils ont pris 1 an et demi avant de réparer. À chaque fois, je téléphone, ou bien je suis parti voir la chambre de commerce, ils téléphonaient. À l'époque, c'était monsieur, je sais plus, le beau-frère, le cousin de France, Ausson, ouais. C'était le président, il appelait le responsable de la mairie de Saint-Denis, c'était Fouanel, qui était après avec Robert. C'était lui le grand responsable de la mairie concernant les travaux. Il a fait exprès pour traîner, il rigolait.
quand on téléphone pour dire oui, la semaine prochaine on commence. C'était la rigolade, quoi. Il disait n'importe quoi, il n'a pas fait, tout fait Et exprès. est-ce que c'est à ce moment-là, parce que toi, en fait, un critère de valeur pour toi, c'est la dignité dans le travail. Ben oui. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as ressenti justement cette force grâce à Ouais, cette bah, je suis valeur? de toute façon, déjà ce jour-là, tu es dans un état second, là. Ta tête n'est pas, je ne sais plus où se mettre la tête, là. Beaucoup de choses qui passent dans ta tête, là. Bah, tu penses toujours, bah, mettre toujours le côté positif. On va se débrouiller toujours, on va se débrouiller. Bon. À partir de là, bah, on y pense que ça va réussir. Et Maman, beaucoup de travail alors pour reconstruire. ben là, c'est pas moi qui ai fait, c'est l'Amérique d'abord qui faisait qu'ils refassent le mur de soutènement, la digue, là, pour empêcher l'eau de passer sur la station. Ils ont fait exprès, ils n'ont pas fait. Déjà, c'est pour ça que j'ai dit côté politique, c'est moi qui paye. Ils ont fait le barrage avant la station, ils ont arrêté, ils ont passé la station, ils ont refait devant. Alors il y avait un petit mur de 2 mètres, mis en parpaing, de rien du tout, quoi. Ils faisaient à peine ça, alors que le mur des autres côtés était beaucoup plus haut. Mais donc quand la rivière tape les arbres qui sont arrivés avec la force de l'eau, ben, tout ça est remonté par la station. Mais Ça a été malgré tout, cassé. tu as tenu bon. Ah oui, ben j'ai tenu bon. Et ça, d'après toi, c'est quel trait de caractère que tu as Ben, qui c'est te fait naturel, c'est naturel. Moi, j'y pense pas tellement à ce qui va se passer après. Je dis, bon, mais il y aura toujours, comme on dit, à tout problème, il y a une solution. Je suis assez optimiste, quoi. Ouais, donc c'est une façon Ouais. pour toi de te comporter dans la vie Ouais, en ouais, général. ben, ouais, ben, toujours de trouver, de dire que après, comment on dit, après la pluie sera le beau temps. Et est-ce que cette façon de fonctionner t'a beaucoup servi ou parfois ça t'a desservi? Non, ça m'a toujours servi jusqu'à maintenant. Ça m'a toujours servi. J'ai eu tellement de problèmes. Bon, et ben, on retrouvera toujours une solution. C'est tout. Mais ça m'a jamais eu le moral. Je me souviens, je me réveillais le matin, quand j'avais ces problèmes-là. Je me disais à moi-même, je suis pas fou, hein, je ne vais pas me mettre une balle dans la tête. Je ne sais pas comment. Ça va se passer, comment ça va se passer, mais j'essaierai de me débrouiller, mais de là à perdre la tête, à se suicider, parce que j'avais plein de dettes. Hein. À les stations, ça m'a coûté, et en perte, plus de 2 millions. Enfin, à l'époque, c'est les francs, quoi. Mais ça même, ça avait fait près de 2,5 millions. Les dégâts, plus les pertes, comment on appelle ça? Quand on ne travaille pas, là, je oublie le nom. Là. Ouais. Donc, tout ça, ben, on a pu, comment dire, y remédier avec le temps. Bosser, hein, le travail, c'était 16 heures de boulot par jour, Et du qu'est-ce qui lundi te au fait- dimanche. Et qu'est-ce qui te fait tenir aussi bien, à part ta force mentale, hein, qu'est-ce qui te fait tenir? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? Est-ce que tu peux compter sur des gens? Oui, ben, les gens sont venus spontanément. Moi, pour moi, j'ai plein de copains qui m'ont dit, bah, si tu as besoin d'aide, tu nous demandes. Même la direction Total, tout ça. Normalement, Total, là-bas, on ne fait pas de cadeaux, là-bas. On paye cash. Tu n'as pas d'argent, mais ils ne te livrent pas. Mais moi, le directeur est venu me voir. Il dit, on vous donne un découvert. Il dit, c'est la première fois qu'on donne un découvert à un gérant de station. Personne n'a jamais eu un découvert. Et les autres, quand ils ont peut-être appris que j'avais droit à un découvert, certainement un employé, ça dit, tout le temps, les gérants m'appelaient, oh, tu as droit à un découvert, toi? Je dis, non, je sais où tu as tiré ça, toi? Et maintenant, dans ton quotidien actuel ou futur, hein, comment comptes-tu utiliser ce trait de caractère pour continuer à contribuer finalement? Ben, moi, là, je suis à la retraite. Donc, depuis 20 ans, je suis à la retraite. J'y pense plus tellement, mais c'est pour... Si les enfants avaient mon trait de caractère, ils auront... J'espère que ça va se partir chez eux, quoi. C'est tout.
Quand Et ils toi, ont... tu l'utilises encore dans ton quotidien, je suppose. Qu'est-ce que tu fais de ta retraite? Jardinage, puis je suis dans, comment on appelle ça, des associations, l'FDG Don, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Ça Euh, consiste en quoi? L'FDG Don, c'est une association qui lutte contre les nuisibles. On soigne les plantes, on a un laboratoire à Saint-Pierre, là-bas, au CIRAD. On soigne les plantes, on soigne... et puis on lutte contre le rat aussi. Tous les 2 mois, tous les 6 mois, on vend sur la route les produits pour tuer les rats, les produits pour les plantes, là, pour soigner les plantes, les produits naturels plus ou moins, hein, c'est pas des produits chimiques qu'on évite. Par rapport à un jeune de 20 ans, hein, de la jeunesse actuelle. Et quelle image as-tu de la jeunesse actuelle? Je trouve qu'ils sont faibles mentalement. Ouais, je vois les cas de suicide que j'ai vus, parce que comme je joue au foot, là, j'ai plein de jeunes toujours. Moralement, ils sont faibles. Ils n'ont pas le moral du tout. Pour un oui, pour un non, le mec il gueule, il quitte le terrain, il part, il faut aller à rien dire, sinon il perd la tête, il perd la boule, quoi. Et toi, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire, toi, à ces jeunes? De toute façon, ça ne sert à rien. C'est de continuer. Il y a toujours quelqu'un. Si j'aime pas les jeunes quand on leur fait des reproches, ils n'aiment pas les reproches. Mais si on ne fait pas de reproches, ça ne sert à rien de venir là, parce que si tu te crois déjà parfait, c'est pas la peine. Tu n'as pas besoin d'être là. Tu viens pour apprendre. Si on te dit qu'il ne faut pas faire comme ça, tu n'es pas content, c'est pas la peine de venir. Et c'est quoi ton ressenti par rapport à ça? Tu es déçu? Je pense que c'est l'éducation qui a changé. Nous, on avait une éducation stricte. Déjà, moi, de mon temps, je voulais aller jouer au foot. Mon père ne voulait pas. Il ne pouvait pas sortir à n'importe quelle heure pour faire n'importe quoi. Parce que c'était là, c'était très, très strict. Si il a dit de ne pas partir, vous êtes parti, là, c'est la fessée en retour encore. Pas des petits faits, des affaires, là, le ceinturon. J'ai eu des marques là, qui restaient pendant jusqu'à l'âge de 30 ans, j'avais encore la marque sur ma jambe. Le ceinturon par le boucle. Et qu'est-ce que tu faisais pour mériter ça? Non, rien du tout. Comme tout gamin, quand tu es là, il a tourné le dos, tu vas jouer. Quand il arrive, il dit, je t'ai dit de rester là. Tu es parti, tout de suite c'était le fouet. On disait qu'il était méchant, mais en fait, c'est ça, la façon dont il a vécu aussi. C'était son temps, c'était comme ça. Et toi, quelle image tu avais des anciens à 20 ans, par exemple, quand tu étais plus jeune? J'avais surtout le respect. On n'avait pas le droit de dire quelque chose. Tes parents, même la plupart des gens disaient, mes parents, que ce soit les autres, disaient, si tu as vu mon fils en train de faire le con, là, tu le tabasses, hein? Moi je te dirai rien. Tandis que maintenant, quand je vois les gamins, la famille qui va à l'école pour taper le professeur parce que son travail était mal fait, le professeur lui a fait un reproche, c'est le professeur qui paye. Alors, ma dernière question, ça serait, qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi dans un siècle ou deux? Que j'étais un gars plus ou moins insouciant à vue d'œil, mais en fait tout ça c'était à l'intérieur. Je ne faisais jamais voir que j'avais des problèmes. Les gens me voyaient toujours en train de sourire, alors que mes problèmes ça reste à l'intérieur. Moi, je dis rien à personne. Merci. Je ne me plains pas. Merci beaucoup.